Quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer sa vérité profonde. C'est quelqu'un dont les actions ne sont pas motivées par un désir de plaire ou d'être conforme aux conventions. Des fois, on se retrouve face à une personne, on n'a pas échangé 3 mots avec elle, qu'on le sent qu'elle est authentique. Puis on repart, puis on est comme inspiré. On a envie, nous aussi, de se rapprocher de notre vérité, de notre essence, de faire preuve d'encore plus d'authenticité. Parce que finalement, c'est nous les plus grands perdants si on n'est pas complètement authentique. On se couche le soir en ayant l'impression de ne pas s'être montré entièrement, en ayant l'impression que notre vrai moi n'a pas été vu. Puis, il gagne à être vu. Mais pour que notre vrai moi soit vu, il faut d'abord commencer par accepter de se voir tel qu'on est. Dans une posture à la fois d'humilité et de fierté. Ça semble contradictoire, mais je pense que si on parvient à bien balancer ces 2 ingrédients-là, il y a comme la liberté qui se dessine à l'horizon. La liberté d'être authentique, sans peur et sans prétention. Le cœur ouvert. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur et à y faire un peu d'espace pour laisser émerger votre vérité profonde et pour accueillir celle de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Ici, ça a une grosse historique de recevage. Ça a toujours une été de maison qui a reçu du monde. C'est une construction qui date de 1829. Scott, c'était une place où il y avait un terminal de gare de train. Donc, c'était un village où il y avait vraiment beaucoup de cabines, de petits hôtels, de salles de réception. Moi, mes grands-parents ont dansé ici dans le temps que ça s'appelait l'Auberge des Fleurs, dans les années 30, 40, 50. J'ai utilisé la grange en arrière, qui est un ancien poulailler, qui était annexé à une ferme expérimentale du gouvernement canadien. Encore beau, mais un peu magané. Là-dedans, il y avait mon tracteur à gazon, un petit établi. C'était sur le 0,3 à grandeur. Puis en janvier 2014, j'étais allée avec mon chum à San Diego. On est allé dans un bar de dueling piano après une game des Padres. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose dans ma grange en arrière. Puis mon chum il a dit « Pourquoi tu fais pas un show de dueling piano dans ta grange en arrière de la maison à Scott à l'auberge? » Je trouvais que c'était la pire idée du siècle et pourtant, 3 semaines après, j'avais acheté 2 billets d'avion pour 2 gars de San Diego que je connaissais pratiquement même pas leur nom de famille. Ils sont venus faire une fin de semaine de show en juin 2014 dans ma petite grange. Puis c'est devenu comme ça la broche à foin. On fait 95 shows par année, 200 personnes par soir, sold out des mois d'avance avec des artistes qui viennent de San Diego, Californie, qui ne vivent pas ici, qui veulent aller-retour. Ils viennent rocker une petite grange dans la Beauce. Sold out tout le temps, depuis 11 ans. Je m'appelle Marie-Pierre Simard, je suis née et élevée à Scott, bien fière de ça, et je suis tenancière. Quand les shows de dueling piano sont arrivés, les gens qui sont venus m'aider à mettre cette idée-là sur pied, c'était mes amis. Je leur ai dit, hey, venez, on va servir du pâté chinois dans le cabanon en arrière. On va avoir des artistes des États-Unis, puis on va faire du piano. Personne ne comprenait c'était quoi. Là, aux États-Unis, il y en a partout des bars de dueling piano. Au Canada, je suis le seul bar de dueling piano à ce jour. Il y a 2 pianos à queue sur une scène, puis les gens dans la salle montent le spectacle. C'est-à-dire que c'est eux qui font les demandes spéciales. Donc ici, sur mes tables, il y a des papiers, des crayons, puis les gens, pendant le souper, écrivent des demandes spéciales. C'est eux-mêmes qui vont les porter sur les pianos. Ils peuvent laisser un petit pourboire s'ils veulent. Puis à 20h, mes artistes s'installent. Ils regardent ça, puis ils font comme « OK, qu'est-ce qu'on joue là-dedans? » Fait qu'ils se relancent. Des fois, ils vont finir une toune de Florida, puis ils vont partir une toune de Johnny Cash. Puis là, il y a une toune d'Elvis qui va partir. Puis là, ça va être la dernière de Miley Cyrus. Puis là, tout d'un coup, c'est Sweet Caroline. Fait qu'il n'y a pas une soirée pareille. Ça dépend de ce que les gens vont demander. Chaque soir, il y a de l'impro très haute, là. Ici, les gens, les clients, sont d'une petite place un peu spéciale où tu n'es pas habitué d'aller pour faire la fête. C'est tout un peu collé, mais tout le monde s'aime. Les gens font le party. C'est festif, c'est du beau wow, c'est unique. Tu sais, les gens veulent vivre des expériences uniques. Ici, c'est unique.
Les premières années que j'ai parti la broche à foin, je suis partie de rien, là. Moi, j'avais pas d'argent. On faisait nos factures à la main, j'avais même pas de système de caisse. Ça s'appelle pas la broche à foin pour rien. Des fois, c'est pas parfait, mais on va s'arranger pour que ça marche. Je trouve ça le fun de me rappeler d'où qu'on vient. T'sais, on est parti de là. Tout a une histoire ici, tu comprends? La déco qu'il y a sur le mur-là, c'est pas pour rien que c'est là, il y a une histoire. J'ai une de mes employés qui sont patois, c'est bateau de sirop d'érable. Fait que là, il y a un bateau puis il y a une caisse de sirop d'érable. Il y a un cadre là-bas, là. C'est une assemblée populaire qui avait lieu ici sur le balcon. Le député Édouard Lacroix venait faire des assemblées pour s'adresser aux gens de Beauce-Nord. Fait que ça, c'est une photo qui a été prise avec les gens de Beauce-Nord qui étaient allés à Ottawa en genre de délégation, mais qui étaient partis d'ici. Fait qu'il y a de l'histoire ici, là. Puis cette photo-là était accrochée dans une chambre. Je l'aime, ma maison. Je me souviens de la journée que je l'ai achetée. Je me souviens de la première fois que j'ai passé devant, que j'ai eu une révélation, j'ai eu une certitude. Genre, si j'ai besoin de cette maison-là. Des fois, je lui donne des becs aux cadres de porte. Je l'aime. Fait que je veux pas la changer. Je trouve qu'elle est rassembleuse. Je trouve que sa grandeur, sa lumière, un beau lieu de rassemblement. Je suis membre du conseil d'administration de la Fondation Bob Bissonnette. On ramasse l'argent qu'on redistribue à des jeunes artistes ou sportifs qui en ont besoin. Des écoles qui veulent construire des studios de musique, des rock bands dans des écoles ou des centres de loisirs qui veulent renouveler leur batterie, leur guitare. On fait aussi une équipe de hockey qui veut se créer dans un quartier, des équipements qui manquent. Cette année, on va pogner le $1 million de redonner. Quand tu arrives ici, c'est une famille qui te reçoit. C'est des gens qui se connaissent depuis toujours. Cette ambiance-là, elle est restée dans les murs. Je souhaite que la broche à foin perdure dans le temps parce qu'elle crée du bonheur, elle crée du wow. Les gens viennent nous voir avant de partir pour nous remercier, puis nous serrer la main, puis nous embrasser, pour nous dire « ça fait longtemps que j'ai pas une veillée de même, à penser à rien, à danser, à chanter, à être en gang ». Il y a beaucoup d'amour. Je trouve que les gens de région ont plus de facilité à l'authenticité. Je pense pas que les gens de la ville sont pas authentiques, mais je pense que les gens de région ont plus de facilité à être eux-mêmes. Quand on est jeune, on demande souvent, mon père, mes parents, mes grands-parents et tout, me demandaient « c'est quoi tu voulais faire quand tu vas être grand? » Je disais souvent « je voulais être collectionneur ». Mon père, je me souviens plus en quelle année, il a acheté un vieux gramophone. Ça m'a fasciné juste savoir ça, le bois, comment ça fonctionnait, ça m'a impressionné. Par la suite, on a commencé à courir un peu les boutiques d'antiquités, justement. On allait à Montjoly, il y avait une boutique d'antiquités à l'époque. J'ai commencé à regarder ça, à m'intéresser aussi. C'était surtout les vieux objets reliés au hockey et tout. Puis par la suite est venu beaucoup l'aspect publicité, liqueur. C'est surtout ça que je collectionne. J'ai commencé le domaine vers 10 ans, 11 ans environ, puis aujourd'hui j'ai 24 ans. Mon nom c'est Patrick Roussy, je suis brocanteur à temps partiel. À l'époque, je voulais acheter une vieille glacière Coca-Cola. Elle était vraiment belle, datée des années 50 environ, un beau rouge vif. Puis c'était quand même, si je me souviens, une centaine de dollars. Puis j'avais pas nécessairement l'argent à l'époque. Fait je me suis tourné sur une autre pièce. C'est un vieux débouche-bouteille. Ça a été vraiment, si je peux dire, ma toute première pièce. Rouillée, mais avec les époques au travers. C'est 2 bouchons de la compagnie Solex. La compagnie appartenait à, si je ne me trompe pas, Léo Abou-Safi. Léo Abou-Safi était natif de Montjoly. Il a fait aussi la Deuxième Guerre mondiale. J'ai même eu la chance d'acquérir un thermomètre Léo Abou-Safi. C'est avéré que c'était une originale, donc je l'ai mis au mur dans ma collection. Ça n'a pas juste été une petite pause, je dirais, ça a toujours perduré. Puis là, j'étais beaucoup dans « OK, les marques de boissons gazeuses, je me lance là-dedans à fond ». Je voulais tout avoir, les bouteilles, les modèles, les sortes, toutes les marques québécoises, canadiennes. À un moment donné, je me suis dit « Ah, c'est le fun », mais on dirait que je voulais plus encore.
J'en ai fait du kilométrage. Je suis déjà allé à Joliette. On avait monté, moi et ma conjointe. J'avais foulé le char, si je peux dire. Le char débordait, il était rempli. J'en mets un peu partout dans la maison, au sous-sol, dans la chambre, dans la salle à cuisine, dans le salon. Il y en a un peu partout. Puis je suis quand même assez chanceux. Ma conjointe, elle aime ça aussi. Pas trop, faut pas qu'il y en ait au plafond. Mais elle apprécie grandement ces décorations, les enseignes. Donc, chaque chose, ça raconte une histoire. Mon père, il a une terre à bois à Sainte-Florence qui débouche à un autre petit village. Quand on dit village, 2-3 habitants. On passe devant un petit chalet bien ordinaire, mais il y avait un thermomètre 7-Up dessus. Puis là, mon père, on passe devant, puis je vais toujours m'en rappeler, mon père me regarde, je le regarde, on savait déjà ce que je voulais. Fait que là, on arrive, un gentil monsieur Raymond qui s'appelait, je crois. Je dis, ah, ça serait-tu à vendre? Tout gêné un peu. Il dit, oh, oui, ça serait à vendre. Là, il dit, combien tu m'offres? Je dis, je sais pas, là, il est un peu abîmé, mais finalement, je l'ai acheté 40 $. Le monsieur était super content. Mon grand-père, du côté de ma mère, a déjà eu une station-service. Puis bien sûr, à l'époque, il y avait des contenants d'huile. C'était pas une grosse valeur, ça peut être une valeur de 20 $, tout dépendant de l'acheteur. Mais cette pièce-là est importante pour moi parce que ça appartenait à mon grand-père, à sa compagnie. Donc, c'est un bel objet à ma collection. Moi, je suis natif de Causaticale. Mon père, lui, est natif de Sainte-Florence. Avec les années, j'ai trouvé des vieux calendriers de magasins général, de commerce de la région. Habituellement, je n'achète jamais ça. Mais moi, par exemple, un objet de Causaticale de Sainte-Florence dans ma Matapédia, c'est sûr, je vais être porté à rapporter cet objet dans sa ville natale. Il y a mon père qui a une vieille voiture, il y a un vieux Oldsmobile 1965. J'avais eu la chance d'acheter pour Noël à mon père un vieux catalogue que les concessionnaires Oldsmobile avaient avec tous les modèles. On choisissait le modèle de voiture qu'on voulait. Puis après ça, en dessous, on glissait la couleur. Puis mon père, il avait jamais vu ça. Puis vu que la voiture, il était plus que content. Il y en a certains qui, puis c'est bien correct, voient ça comme des ramasses poussières. À la limite, j'ai déjà entendu des cochonneries. Ça prend de la place, nanana. Mais des fois, quand je leur raconte les histoires de l'objet ou des fois un objet que j'ai vendu versus le prix que je l'avais acheté, ils sont comme « Oh! » Mes amis étaient comme « Hey, tu pourrais te lancer ça à temps plein. Tu pourrais t'ouvrir un magasin. » Ça serait un rêve. Ça serait vraiment ça. J'aimerais ça faire de mes journées, courir les 4 coins du Québec, partir à la recherche d'objets. L'authenticité d'un objet, ça révèle l'histoire de l'objet aussi. C'est-tu une pièce originale ou c'est une reproduction? Pour pas non plus débourser un gros montant pour une pièce qui est une reproduction. Si on compare à l'humain, l'humain, nous, on a la chance d'être authentique par nous-mêmes, par nos faits, gestes, nos propos. L'authenticité est autant importante lors de transactions. On rencontre du bon monde, des gens gentils, des fois autant passionnés que l'on peut l'être. Je trouve ça vraiment fascinant de voir l'objet au fil des années se transmettre à des fois un collectionneur qui le conserve à son tour. Dès l'âge de 12 ans, j'écrivais déjà des pièces. J'avais une troupe qui s'appelait la troupe des 12. Pas parce que j'avais 12 ans, mais c'est parce qu'on était 12. Et l'argent qu'on recueillait, à coût de 35 sous puis 50 sous le billet, on redonnait ça, évidemment, à la Guignolée, donc au Chevalier de Colomb, pour les œuvres de bienfaisance. La première comédie musicale francophone que j'ai vue à Montréal, c'était Les Misérables avec Robert Marien. En embarquant dans le taxi, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Elle a dit, tu es certain? Je dis, ah oui. Puis elle a dit, s'il le dit, il va le faire. Je m'appelle Michel Pelletier, je suis directeur artistique, et metteur en scène, chorégraphe et puis directeur musical de la troupe du Masque d'Or.
Après avoir fait l'inauguration de la salle de spectacle de cette île, alors que j'assurais la mise en scène, on a fait une première comédie musicale d'environ 1h15. Les gens ont tellement aimé ça qu'ils ont dit, ben ça serait plaisant si on pouvait continuer et poursuivre. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, ben je pense avoir une idée. Vraiment, c'était tout le monde ensemble vers le même but. Toutes les personnes qui aiment chanter, jouer la comédie, danser. Il n'y avait pas de distinction d'âge, pas de distinction entre les métiers et professions. On a eu des avocats, bouchers, travailleurs sociaux, infirmières, des travailleurs dans les usines, des étudiants. Je pense à M. Stéa, qui a arrêté, il a commencé à 60 ans. Il a fait à peu près 25 ans. Il a fini aux alentours de 84-85 ans. C'est un chanteur, mais dans sa boucherie, alors qu'on l'a amené à faire des choses à l'intérieur de la troupe. Ça, c'est un masque qui a été acheté à Venise par justement M. Johnny Stéa, qui est décédé tout récemment, notre doyen de la troupe. C'est avec beaucoup d'humilité et d'affection que j'ai reçu ce masque-là et puis que je le conserverai jusqu'à mes derniers jours. On dit souvent, on est mieux d'habiller un comédien que de lui donner un décor si tu n'as pas assez de moyens. Pourquoi? Parce que déjà, en épousant ce que j'appelle une deuxième peau, le costume, lui, il vient de te signifier que, bon, je suis un médecin ou que je suis un plombier, par exemple. Le spectacle qu'on va présenter en juin prochain s'intitule « Plein feu sur Broadway ». Ce sont des extraits de comédie musicale, des courtes séquences de 10-15 minutes par comédie musicale. Je suis allé souvent sur Broadway voir des spectacles. Puis on était avec un couple d'amis. On était un peu en retard sur un spectacle. Là, on attendait l'autobus qui devait nous chercher au New Jersey, nous amener sur Broadway. Puis finalement, ça vient pas. Dans mon empressement, je vois quelqu'un avec une lumière. Là, je pense que c'est d'un taxi. Puis j'arrive, j'ai dit, pourriez-vous nous amener à New York, sur Broadway? Puis finalement, c'était un livreur de pizza. Alors, tous les gens qui attendaient à la station d'autobus riaient. Puis mes amis, bien évidemment, ils s'amusent à se remémorer aussi cette histoire-là. J'ai vu la progression de plusieurs personnes qui ont, au cours des années, commencé avec des rôles très secondaires, comme chorus. Et après ça, un 3 ou un 4e rôle, 2e rôle, 1er rôle. Puis aujourd'hui, bien, se retrouver sur les planches au niveau professionnel puis au niveau international. J'ai dit à un jeune artiste qui est devenu professionnel, travaille sur toi et ça va rejaillir sur l'ensemble. Et c'est ce qui est arrivé. Je l'ai vu subir, je l'ai vu pleurer, mais par contre, aujourd'hui, ben, il a réalisé son rêve. Je crois qu'un comédien-chanteur se doit vraiment de s'imprégner de son vécu à lui pour être capable de livrer l'authenticité des personnages. C'est un art vivant, donc il n'y a pas de triche. Il y a quand même au-dessus de 1000 personnes là, sur 30 ans qui ont passé au sein de la troupe. Des gens qui ne croyaient pas en eux, qui ont trouvé une passion commune. Ils se sont découverts des talents en travaillant ensemble, parce que c'est ensemble qu'on réussit quelque chose. La vie est une grande pièce de théâtre. Il n'appartient qu'à chacun d'en assumer la mise en scène. La vie! 5 temps. On prend 1, 2, 3, 4.